Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de me retrouver avec vous aujourd'hui pour cette présentation où nous allons parler de la partie résultat de votre projet de recherche et comment la réussir, l'organiser et quelques règles de base pour les analyser. Donc nous allons voir durant cet exposé que à la base, pour avoir de bons résultats, il faut deux éléments importants, une question claire et une base de données propre. Une fois que vous avez ces deux prérequis, vous pouvez commencer par la première étape qui est commune à toutes les études, qui est la description de votre population. Et ensuite, nous allons voir comment présenter vos résultats. Alors, en ce qui concerne la question, comme nous l'avons déjà traité dans une vidéo précédente, la question de recherche est fondamentale, c'est la pierre angulaire de votre projet de recherche. Il faut qu'elle soit claire, précise, qu'elle se rapporte à une hypothèse bien définie, que vous allez soit donc vérifier ou pas durant votre démarche expérimentale. Donc il est nécessaire d'avoir une question de recherche clairement établie pour pouvoir avoir des résultats relatifs à cette question. Si votre question n'est pas suffisamment bien détaillée, vos résultats ne seront pas suffisamment pertinents également. Et comme nous l'avons vu, une fois que vous avez cette hypothèse, vous allez suivre un raisonnement expérimental que nous n'avons pas développé aujourd'hui pour arriver à des résultats que vous allez interpréter, analyser avant de conclure ce qui pourrait être une nouvelle situation déclenchante pour une étude future. Donc, une question et une seule relative à un objectif principal qui sera mesurable et qui va nous permettre de choisir un type d'étude. Deux grands types d'études, rapidement. Il y a les études descriptives et les études analytiques. Quand vous avez une étude descriptive, il va falloir vous définir la population de l'étude et l'outcome, donc ce que vous allez mesurer et ce que vous allez analyser comme résultat. Et si c'est une étude analytique, à ce moment-là, vous allez avoir la population et l'outcome, comme on l'a dit, et vous allez chercher soit des facteurs d'association ou des facteurs de causalité. Et vous allez voir, est-ce que tel facteur pourrait prédire serait un facteur prédicteur de cet outcome dans une population donnée. Donc, question claire, votre problématique est bien établie. Maintenant, vous avez établi un questionnaire selon la problématique, vous avez collecté vos données, il va falloir les analyser. Mais avant de les analyser, il faut vous poser confortablement avec des chaussons ou avec de la musique qui vous détend. Respirez profondément et nettoyez votre base de données. C'est un élément essentiel. Parce que c'est à partir de cette base de données que vous allez faire des résultats. Si vous avez des données erronées, mal écrites ou mal faites, les résultats seront ininterprétables. Règle de base, j'ouvre mon fichier Excel. Ensuite, je vais faire passer colonne par colonne et je vais vérifier qu'il n'y a pas de valeur aberrante. Moi, je vous encourage à utiliser la fonction trier et filtrer qui nous permet de trier du plus petit au plus grand. Comme ça, d'emblée, on va voir, par exemple pour l'âge, si j'ai 300, ça veut dire que c'est une erreur. Si j'ai des valeurs extrêmes, il va falloir revenir aux fiches pour voir quel a été le souci. Donc, trier du plus petit au plus grand, mais colonne par colonne. On est bien d'accord. On en fait une après l'autre. Et ensuite, ça c'est pour les variables quantitatives. Si vous avez par exemple des données alphabétiques où vous donc tapez, où le répondant va écrire une réponse, faites attention. Parce que pour le logiciel, chaque type de réponse est différent. Supposons que là, pour ce patient-là, on a mis la ville d'origine Marrakech en écrivant celle-ci. Le second a écrit Kesh, le troisième a écrit MKCH, le quatrième l'a écrit en majuscule. Pour le logiciel, chaque typographie correspond à une ville différente. Donc il faudra à ce moment-là les filtrer. Et une fois que vous aurez filtré tous les types de Marrakech, ensuite vous pourrez les recoder et les écrire d'une manière uniforme pour que j'ai un pourcentage de Marrakech global. Sinon, je vais avoir 1 sur 20, 2% viennent de la ville de Marrakech, 1% de Kesh,
1% de MKCH, ce qui n'est pas pertinent. Et une façon aussi d'éviter ce genre d'erreur et de vous alléger la partie nettoyage de la base de données, c'est qu'au moment où vous rédigez votre questionnaire, ça veut dire au moment où vous réfléchissez à comment vous allez élaborer vos questions, vous leur proposez des réponses préétablies ou un codage, comme ici pour le niveau d'instruction, le 1, 2, 3, 1 correspond au niveau primaire, 2 au niveau secondaire, 3 au niveau tertiaire, pour qu'ils évitent chacun à leur niveau de m'écrire primaire, secondaire, collège, lycée, etc. Je leur propose un code d'emblée pour que mon analyse des résultats se fasse de façon plus simple. Et ça me fait gagner énormément de temps au niveau de la partie nettoyage. Parce que vraiment, c'est ce qui prend le plus d'énergie. Et une fois que votre base de données est propre, le reste, ben, ça part tout seul. Donc après, il va vous falloir un logiciel. Donc il va falloir installer sur votre ordinateur le logiciel que vous utilisez. Moi, je vous propose, si vous ne connaissez pas encore, de voir Jamovi. C'est un logiciel gratuit qui se base sur le R comme fond de codage, mais qui est très intuitif. Donc, vous pourrez voir aussi des vidéos sur Epirum sur comment la prise en main de ce logiciel, comment le mettre en place, quelques bases pour les études descriptives. Et justement, on arrive à décrire notre population. Donc, notre question de recherche est clairement établie. Je sais ce que je cherche à évaluer ou à savoir, selon le type d'étude. Une question pour un type d'étude. Une fois que je connais ma question clairement, je vais établir un questionnaire pour répondre à cette question. Donc, je vais collecter mes données. À cette phase-là, je fais attention pour coder mes variables de sorte à ce que le nettoyage soit plus simple, autant que possible. Sinon, pendant la phase de nettoyage, je vais trier variable par variable et je vais filtrer les variables alphabétiques pour corriger les éventuelles erreurs ou misunderstanding qui pourraient justement, lors de la partie résultat, me donner des résultats erronés juste parce que le remplissage de la base de données n'a pas été de façon correcte. Ensuite, on va décrire la population. Pourquoi? C'est une étape essentielle, quel que soit le type d'étude. Quand on vous demande de décrire votre population, il faut vous asseoir et regarder vos chiffres. Avant de dire, ah, c'est associé, c'est pas associé, c'est significatif ou pas. D'abord, il faut que je vois comment la population se comporte en général. Et donc, je regarde. Qu'est-ce que je vais regarder? Selon le type de variable, donc, vous le savez, il y a deux types de variables. On parle de variables qualitatives et de variables quantitatives. Les variables qualitatives, c'est ce qu'on va exprimer en effectif et pourcentage. Par exemple, la couleur des yeux de la population, le niveau d'instruction justement, combien sont de niveau primaire, de niveau secondaire, etc. Combien viennent du milieu rural, combien de personnes viennent du milieu urbain. Là, à chaque fois, je vais exprimer cette variable en effectif et pourcentage. Donc, quand je suis devant une variable qualitative, à ce moment-là, on va demander au logiciel de nous donner d'abord la description globale. Et pour ce cas, ça sera des histogrammes. Ensuite, on lui demande de nous calculer l'effectif et le pourcentage pour chaque variable, pour qu'on voit globalement comment se distribue cette variable dans notre population. Une fois que nous avons fait les variables qualitatives, on va voir les variables quantitatives. Alors, les variables quantitatives, c'est par exemple l'âge, le poids, la tension artérielle, etc. Une parenthèse. On peut transformer une variable quantitative en variable qualitative. Je vous donne un exemple. L'âge. Je peux avoir l'âge moyen de ma population. Donc, je vais calculer la moyenne de ma population. Comme je peux avoir le pourcentage de patients qui ont un âge inférieur à 30 ans, entre 30 et 40 ans, entre 40 et 50 ans, par tranche d'âge. Quand je vais la catégoriser, je transforme ma variable quantitative en variable qualitative. Je ferme la parenthèse. Donc si on reste sur la variable quantitative, là encore, je vais demander au logiciel de me faire l'histogramme, la courbe de la distribution de cette variable, et je vais la regarder. Et dans les variables quantitatives, on regarde deux choses.
le paramètre central de position, l'axe si vous voulez de la courbe, et comment elle se disperse sur les côtés. Et si j'ai une courbe globalement en cloche, c'est ce qu'on appelle la courbe gaussienne, la distribution normale. À ce moment-là, je vais exprimer ma variable en moyenne et écart type. Si elle a une distribution asymétrique, là, la moyenne, elle n'est pas pertinente et je vais l'exprimer en médiane et écart type. Encore une fois, il y a une vidéo pour plus de détails. Je reprends. Là, vous avez sur la gauche de votre écran le paramètre de l'âge qui se distribue normalement dans cette population. Très bien. Donc, je vais l'exprimer en moyenne. De l'autre côté, donc à droite, vous avez une distribution asymétrique du score d'activité physique de cette population. Et vous voyez que la moyenne ne correspond pas à le maximum de réponses que j'ai de cette population-là. Parce que le but, quand je veux décrire ma population avec des chiffres, c'est pour donner une image globale de la distribution. C'est pour refléter la réalité du terrain, en la résumant. Si ici j'utilise la moyenne, je vais dans la partie donc pour le score d'activité physique, ça ne sera pas très informatif. Par contre, si j'utilise la médiane qui correspond à 50% au choix de 50% de la population, là c'est plus informatif. Donc là, quand la variable se distribue de façon asymétrique, je choisis la médiane. Ensuite, on repasse à gauche. Quand on a une courbe de Gauss, on a une moyenne et on a l'étalement de cet histogramme, donc la dispersion qui sera évaluée par l'écart type. Donc, nous reporterons sur nos tableaux de résultats la moyenne plus ou moins l'écart type. Par contre, quand on a une variable asymétrique, à ce moment-là, la moyenne n'est pas pertinente, et donc on va utiliser la médiane et les interquartiles. Le premier quartile correspond à la réponse de 25% de la population, le dernier c'est 75% de la population, et celui du milieu c'est 50%. Donc en gros, pour résumer cette partie, quel que soit le type d'étude que vous voulez faire, quand vous arrivez à la partie description de votre population, les variables qualitatives, vous allez les exprimer en effectif et pourcentage, et les variables quantitatives, vous allez vous poser, regarder l'histogramme, comment il se déroule. Si c'est une distribution normale type gaussienne, à ce moment-là, vous allez l'exprimer en moyenne écart type. Si elle a une distribution asymétrique, ça sera une médiane et interquartile. On arrive à la partie présentation des résultats où je vais vous donner quelques règles simples. D'abord, la présentation de vos résultats dépendra du message que vous voulez délivrer. Donc, il faut que vous ayez un message clair. Il faut que le public soit clairement établi. Est-ce que vous êtes dans une salle ou vous êtes derrière un écran? Et bien sûr, donc le public. Donc, le message clairement établi. Donc, on a dit message, public et format. Quelques règles de base rapidement. Vu le manque de temps, je ne vais pas développer les différentes formes de présentation des résultats. On va parler juste du tableau. Donc, le tableau commence par un titre. Le tableau doit être indépendant. Il doit être compréhensible de façon indépendante du texte. Donc, le titre doit être informatif. Il doit comprendre l'objectif. Donc, l'objet, est-ce que c'est une analyse descriptive? Est-ce que c'est une analyse univariée ou multivariée? Ensuite, la population que vous étudiez, le lieu de l'étude et l'année idéalement. En gros, on pourra avoir un titre comme caractéristiques descriptives des patients hospitalisés pour Covid-19 au CHU de Messina durant l'année 2021. Ensuite, en tout cas, dans les présentations, on va parler d'une présentation orale. On aura un tableau avec donc la première ligne où vous allez avoir une population, la population étudiée et le nombre total de la population, et puis d'autres lignes qui vont correspondre aux variables. La colonne correspond à la population de l'étude. Si vous avez une population étudiée, vous aurez une colonne. Si vous allez comparer deux groupes, vous aurez deux colonnes. Mais chaque colonne correspond au résultat d'une population. Je vais vous montrer un exemple réel. Que pensez-vous de ce tableau? Cherchez les 7 erreurs. Je vous donne 2 secondes. La première, c'est que là, on voit qu'il y a deux colonnes. Alors qu'on va...
présenter les résultats d'une population globale de 225 patients. Donc ça ne marche pas. La deuxième, c'est qu'on voit qu'il y a, dans cette case-là, on a écrit des lettres et des chiffres. Il faut que la case, si elle rapporte les résultats, contienne que des chiffres. Les lettres seront dans la première colonne où on va décrire la variable. On a écrit âge moyen. Moyenne et écart type ne doit pas être écrit dans la partie des variables. On peut mettre un astérix à la fin pour montrer que le résultat correspond à la moyenne, écart type, médiane, etc. Mais pas dans la partie variable. La même chose ici. Et là, vous voyez que parfois on met un poids, parfois on met un pourcentage. Alors attention, entre les anglo-saxons et les francophones, ça ne veut pas dire la même chose. Donc selon que vous vous adressez à un public anglophone ou francophone, utilisez la virgule ou le point. Et là, vous voyez que parfois je mets 2 chiffres après la virgule, parfois je mets un chiffre après la virgule. Il faut que je sois uniforme sur l'ensemble de mes résultats. Et voilà, je pense qu'on a trouvé les 7 erreurs. Et quand on les met et on les aligne, ça donne à peu près ça. Donc ça a l'air plus propre. Et donc du coup, le travail a l'air plus rigoureux. Vous voyez, la présentation de vos résultats va nous renseigner sur la rigueur de votre travail. Ça peut être parfois erroné, mais travailler la présentation, parce que ça a du poids et puis ça impacte l'auditoire. Donc on passe de là à ce qui est quand même mieux. 2 choses à la fin, il faudrait que vos résultats restent fidèles à ce que vous avez, donc ne pas arrondir nos résultats pour qu'ils soient plus beaux, entre guillemets. Et deuxièmement, faites relire votre tableau par un camarade. S'il ne comprend pas, c'est qu'il y a des choses à améliorer. Parce que, comme on l'a dit, le tableau doit être indépendant et être compréhensible tout seul. Pour plus de détails, je vous invite à voir sur la plateforme epirum.com ou la chaîne YouTube des vidéos d'initiation aux analyses statistiques. Merci de votre attention.